Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons d'une rencontre avec la presse. Déthié Fall qui désormais rejoint Ousmane Sonko et le PASTEF pour les élections législatives. Le leader de PRP l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la presse. Et puis à Tambacounda, des unités pastorales sont installées pour lutter contre d'éventuels conflits entre éleveurs et agriculteurs, surtout dans plusieurs localités. Ainsi, vous suivrez les propos de Abdou Niancham, qui est le coordonnateur du projet Tiers Sud de Baïdare. Et puis, nous allons parler enseignement supérieur. Le rassemblement des enseignants vacataires des universités publiques a organisé une conférence de presse pour dénoncer les conditions précaires des enseignants, mais aussi exiger un recrutement en tant que permanent dans les universités publiques. Vous entendrez leurs réactions dans cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Merci de nous rester fidèles. Il est exactement 20h. Je vous l'annonçais d'ailleurs en titre suite à une rencontre avec la presse aujourd'hui. Déthié Fall a déclaré avoir rejoint Ousmane Sonko et compagnie et le PASTEF pour les élections législatives. Le leader de PRP a justifié son choix par un souci de cohérence. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mama Wassal. Dès lors que cet entretien a existé, ce contact a existé, connu de tous, naturellement, ça va avoir une conséquence politique. Et les conséquences politiques, il faut les assumer au bon moment. Et cette conséquence politique est la suivante. Mon désistement, voire ma démission de la coalition Sàmm Sa Kàddu, pour engager par la suite tous les militants responsables du parti et de la coalition à intégrer les comités électoraux de la liste PASTEF, à battre campagne pour une majorité de cette coalition à l'Assemblée nationale, pour que ce que nous avons toujours voulu et combattu ces 3 dernières années aux côtés des dirigeants actuels, que ça puisse se réaliser. L'arrestation de Bougane Gueye Dany, un moyen de déstabiliser la participation de la coalition Sàmm Sa Kàddu aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. C'est du moins l'avis de Barthélémy Diaz qui, en conférence de presse ce mardi, la tête de liste de la dite coalition en a profité pour appeler les autorités pénitentiaires de Tamba à revoir les conditions de détention du leader de Gëm Sa Bopp. Nous l'écoutons au micro d'Aïssatou Ba. Il y a un homme que j'appelle Mimi. Il pense que la politique c'est comme le menu d'un restaurant. On peut changer le plat à tout moment. Alors il se trompe lourdement. Il veut choisir ses propres opposants, ce qui est impossible. Vous savez, je le dis souvent, le mensonge peut prendre l'ascenseur et la vérité les escaliers. Mais tôt ou tard, la vérité arrivera à bonne destination. L'arrestation de Bougane est une prise d'otage pour amputer la coalition Sàmm Sa Kàddu dans l'acte électoral et la déstabiliser. Celui que j'appelle Mimi, que vous connaissez tous, il peut gagner la bataille, mais il ne gagnera jamais la guerre, je vous assure. J'insiste sur les conditions de détention de Bougane. Moi, j'ai fait la prison de Tamba en 2005. J'appelle les autorités pénitentiaires à voir les conditions de détention. Comment peut-on mettre dans une chambre plus de 40 personnes? Que jël nañu Bougane Gueye Dany tëj ko ci benn cellule avec plus de 40 personnes, j'interpelle directement le directeur de l'administration pénitentiaire.
Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko a invité Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle, à un débat public inédit, un débat télévisé sur des questions d'ordre économique avant les élections du 17 novembre. Même si l'idée semble agréer le candidat lui-même, Amadou Ba, les Sénégalais, eux, semblent être divisés sur la pertinence d'une telle perspective. Un micro-trottoir réalisé par Ndella Ndiaye Serignan. Par rapport au débat, ma seule préoccupation, c'est qu'un débat ne peut pas se faire sur les législatives à deux. Comme il y a 40 candidats ou 41 candidats, ils n'ont qu'à venir tous autour d'une table, discuter, on pose des questions, les gens vont répondre. Mais pour deux personnes faire un débat sur 40, c'est pas possible. Ça, moi je ne suis pas d'accord. Et ce n'est même pas possible, ils ne peuvent même pas débattre. Parce qu'en fait, lui, le candidat de Amadou Ba, comme on dit, il était le patron de ces deux messieurs qui sont autour. Au niveau des impôts et domaines, c'était leur chef suprême. On ne peut pas débattre avec son chef suprême. Il y a un problème. Une première au Sénégal, on voit une autorité qui est dans le gouvernement et un opposant. Comme ça se passe aux États-Unis, franchement, bon, on attendons de voir quoi, quand même. Attendons de voir ce qui va se passer. Bon, nous, ce qu'on a besoin, c'est juste politique, je suis d'accord, ils peuvent faire des politiques, mais... Et puis au niveau de l'Assemblée nationale, lui, il disait, quand Macky Sall était là, qu'il ne fallait pas donner la majorité à Macky Sall. Il faut donner à l'opposition. Mais aujourd'hui, il vient, il dit non, l'opposition ne doit pas avoir la majorité, c'est la... Non, on ne peut pas comprendre. Il y a deux poids, deux mesures, il faut savoir ce qu'il veut. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a baptisé hier le grand patrouilleur en lui donnant le nom historique du Le Cayor, marquant ainsi une étape décisive dans le renforcement des capacités de la Marine nationale, selon le capitaine de frégate Jules Marindour. Ce nom est un modèle de courage et d'honneur qui doit inspirer son équipage. Des propos recueillis par Amsatou Gano. La cérémonie que nous venons de vivre aujourd'hui est une cérémonie remarquable dans la vie du navire. En fait, le navire, dans la poursuite des idéaux de liberté et de souveraineté et des vertus de courage et d'honneur, le nom du Cayor a été choisi. Parce que ces idéaux et ces vertus caractérisaient nos anciens royaumes. Donc ce choix est fait pour inspirer l'équipage. La présence du président de la République, chef suprême des armées, à cette cérémonie nous honore et montre l'importance de cette activité. Nous lui exprimons notre profonde gratitude. Le navire a une capacité de feu. Le navire est aussi très endurant à la mer. Donc cette cérémonie, le président de la République qui vient pourra s'enquérir en tant que chef suprême des armées de la disponibilité opérationnelle de ces forces navales. Il repartira avec une meilleure idée sur la disponibilité du patrouilleur lance-missile Cayor, qui en fait est un navire qui va exécuter des missions de défense militaire, va exécuter des missions d'action de l'État en mer et permettra donc à la défense de la patrie en mer et à la sauvegarde de tous les intérêts vitaux du Sénégal en mer. Parlons agriculture et élevage. Je vous l'annonçais également en titre. Après avoir réalisé le parcours de bétail dans ces zones d'intervention, le projet Tiers Sud de Baïdare de la Sodradi compte mettre en place des unités pastorales à Tambacounda. Ces unités permettront d'éviter des conflits entre éleveurs et agriculteurs, surtout avec la forte présence des transhumants dans plusieurs localités. Écoutons à ce propos Abdou Niang Cham, qui est le coordonnateur du projet Tiers Sud de Baïdare, au micro d'Amadou Diallo.
Première phase, nous avons travaillé uniquement sur les parcours de bétail. Mais dans la seconde phase, nous avons travaillé sur les unités pastorales pour que le conflit entre agriculteurs et éleveurs puisse être mieux géré et mieux maîtrisé par l'autorité administrative, par le préfet. Parce que le préfet, s'il a des plans telle commune et les autres communes ne sont pas impactées, il n'a pas une vision globale de son département pour pouvoir mieux gérer tous ces aspects. Parce que nous produisons des cartes à l'échelle communale. Dans la seconde phase, nous allons produire des cartes à l'échelle départementale et voir tout le parcours du bétail et voir aussi l'interaction entre les différentes collectivités territoriales pour mieux asseoir un développement de la collectivité territoriale. Donc je pense que c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui, recueillir les avis des uns et des autres et voir comment améliorer à partir de 2025 la mise en œuvre des activités liées vraiment au développement territorial. Dans la zone d'intervention du projet, quand même, quelques conflits ont été notés, surtout dans la zone de Dialakoto, la zone tampon entre le parc, la limite était extrêmement étroite. Lorsque nous avons fait ces cartes POS, nous avons pu prouver vraiment au maire, au parc, qu'une bonne frange de la population empiétait sur la zone tampon et voir comment régler ce problème. Et que c'est une zone qui devait surtout être destinée aux activités d'élevage, non pas agriculture et autres, pour pouvoir permettre à tout ce bétail, en tout cas les zones d'accueil de la transhumance, pour pouvoir mieux gérer les activités et mettre les points d'eau là. Le rassemblement des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal, Revus, a organisé ce mardi une conférence de presse pour dénoncer les conditions précaires des enseignants vacataires au sein des universités publiques et exiger leur recrutement en tant que permanent dans les universités publiques du Sénégal. Pour plus de détails, écoutons à cette le docteur Pape Momar Fall et le docteur Makhtar Diop au micro de Mansour Diassé Serignan. Vacataire et sans statut aux yeux du système universitaire. Le personnel d'enseignement et de recherche, constitué aussi des PATS et de tous les acteurs au niveau des universités, jusqu'aux étudiants, on se rend compte que ce système de mesure-là ne voit que les pairs, les PATS et les étudiants. C'est-à-dire que les vacataires, leur mesure, c'est 0. Pourtant, ils représentent la cheville ouvrière. Donc plus de 70% de ce personnel-là, d'enseignement et de recherche, est constitué de ce qu'on appelle les vacataires. Mais malheureusement, ils ne sont pas rémunérés à juste titre. Parce qu'il n'y a aucun règlement qui impose comment on doit traiter les vacataires. Le conseil académique qui doit décider aux fins d'un recrutement. Mais nous avons constaté que malgré la souffrance de cette bonne partie des Sénégalais qui donnent tout à l'université à travers la formation des étudiants, mais ces gens-là sont dans cette précarité et on ne les recrute pas. Mais si vous n'êtes pas affilié à un laboratoire ou bien si vous n'êtes pas porté sous les ailes de quelqu'un qui a une emprise dans un endroit donné, mais vos chances d'être recrutés sont minimes. On est sous la réforme LMD qui exige la création de nouveaux postes, de nouvelles compétences. Les docteurs qui ont soutenu leur doctorat dans des domaines assez pointus dont le système universitaire a besoin. Mais rien que ce système exige la création de nouveaux postes. Parlons toujours de l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES a entamé ce mercredi une grève de 48 heures. Les enseignants chercheurs manifestent ainsi leur mécontentement face au gouvernement qui tarde à reverser les pensions de retraite aux familles d'enseignants. À cet effet, pour plus de détails, écoutons Gorgui Diouf, qui est le secrétaire général section sciences UCAD de SAES au téléphone avec Mansour Diassé. Le SAES a décrété un mot d'ordre de grève pour ce mercredi et jeudi demain. Voilà. Le motif c'est simple, hein, c'est juste que voilà, c'est la pension de réversion, voilà, qui est un accord avec le gouvernement sortant, mais comme l'État est une continuité, on voudrait que ça soit appliqué rapidement. C'est le décret qui n'est pas encore signé. Voilà, maintenant hier, on a vu le communiqué du ministre qui retrace l'affaire, mais nous attendons de la part de l'autorité, voilà,
c'est-à-dire l'application de cet accord par rapport à la pension de réversion des veufs et des veuves. Oui, il y a des discussions en cours. Et je pense que d'ici quelque temps, peut-être, il y aura une solution par rapport à ça. Cela vient de notre protocole, de notre dernier protocole d'accord qu'on avait signé avec le gouvernement précédent. Nous espérons qu'il y aura une solution, parce que ça, un décret, ça ne doit pas être bloqué les universités. Je ne pense pas qu'un décret doit bloquer les voilà, et que l'État a les moyens juridique pour tout simplement faire ce décret-là et publier ça pour que ça soit vraiment appliqué pour les veufs et les veuves, parce que dernièrement, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de collègues et que leurs familles sont dans des conditions un peu difficiles, donc ils n'attendent que ça pour vraiment continuer à vivre décemment. 13e session du COPIL, le ministre de la Famille a présidé la 13e session du comité de pilotage unique COPIL des programmes nationaux relevant du ministère de la Famille et des Solidarités à Saly. Une occasion pour Maïmouna Dièye de revenir largement sur l'importance de cette séance, mais aussi les nombreux défis qui attendent le dit comité. Et le au micro d'Assousso Ousmane Biteye. Cette présente session est consacrée à l'examen et l'approbation des rapports d'exécution des plans de travail et de budget annuel, les PTBA, des programmes au premier et deuxième trimestre 2024. En outre, les propositions de PTBA revisées des 3 programmes ainsi que de PTBA du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal seront soumis à votre approbation. Je voudrais rappeler que le contexte actuel de changement climatique, ajouté aux multiples crises notées ces dernières années, a engendré des effets néfastes au plan économique, qui touchent gravement les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, amplifiant les inégalités sociales et mettant à nu la fragilité de ces personnes. Ainsi, d'autres défis se posent à mon département. Ils consistent notamment à consolider les acquis des programmes, mais aussi de mobiliser les ressources financières additionnelles pour tous les programmes du ministère de la Famille et des Solidarités, d'étendre les actions de solidarité nationale pour une meilleure réponse au choc, de maintenir et renforcer les filets sociaux, de définir et mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Et puis parlons des joutes de la présidentielle aux États-Unis. Actualité internationale aux États-Unis, l'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre dans moins de 2 semaines, mais le vote anticipé a déjà débuté dans de nombreux États, que ce soit par courrier postal, en personne ou en effet, ils sont très nombreux à avoir déjà voté sans qu'il soit en train très simple d'en tirer des conclusions. Ils sont plus de 18 millions à avoir déjà rempli, posté ou déposé dans l'urne les grandes feuilles de papier à plusieurs cases qui font office de bulletins aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci de nous rester fidèles et bonne fin de soirée. Merci.